Un jeune milliardaire secourt une petite fille inconsciente, s'accrochant à des jumeaux sur une place hivernale. Mais à son réveil dans son château, un secret choquant change tout. Jean-Luc Moreau observait la neige tomber à travers les immenses baies vitrées de son bureau penthouse à la Tour Moreau. L'horloge numérique sur son bureau affichait 23h47, mais le jeune milliardaire n'avait aucune intention de rentrer chez lui. À 32 ans, il était habitué aux nuits de travail solitaire, une routine qui l'avait aidé à tripler la fortune laissée par ses parents en seulement 5 ans. Ses yeux bleus reflétaient les lumières de la ville alors qu'il se massait les tempes, tentant de repousser la fatigue. Le dernier rapport financier était encore ouvert sur son ordinateur portable, mais les mots commençaient à se brouiller devant ses yeux. Il avait besoin d'air frais. Il attrapa son manteau en cachemire italien et descendit au garage, où son Aston Martin l'attendait. La nuit était exceptionnellement froide, même pour un mois de décembre à Paris. Le thermomètre de la voiture indiquait 5 degrés séchés et les prévisions annonçaient que les températures chuteraient encore davantage au cours des premières heures. Jean-Luc conduisit sans but pendant quelques minutes, laissant le doux ronronnement du moteur l'apaiser. Ses pensées vagabondaient entre les chiffres, les graphiques et la solitude qu'il ressentait ces derniers temps. Colette, sa gouvernante depuis plus d'une décennie, insistait pour qu'il s'ouvre à la vie, comme elle disait. Mais après le désastre de sa dernière relation avec Isabelle, une mondaine qui n'était intéressée que par sa fortune, Jean-Luc avait décidé de se consacrer exclusivement aux affaires. Sans s'en rendre compte, il se retrouva près du jardin du Luxembourg. L'endroit était complètement désert à cette heure, à l'exception de quelques agents d'entretien travaillant sous la lueur jaunâtre des lampadaires. La neige continuait de tomber en flocons épais, créant un paysage presque irréel. « Peut-être qu'une promenade m'aidera », marmonna-t-il pour lui-même en garant la voiture. L'air glacial frappa son visage comme de minuscules aiguilles quand il sortit. Ses chaussures italiennes s'enfoncèrent dans la neige molle alors qu'il marchait sur les sentiers du parc, laissant des empreintes rapidement comblées par plus de neige. Le silence était presque absolu, rompu seulement par le crissement occasionnel de ses pas. C'est alors qu'il l'entendit. Au début, il pensa que c'était juste le vent, mais il y avait autre chose, un son faible, presque imperceptible, qui mit tous ses instincts en alerte. Des pleurs. Jean-Luc s'arrêta, essayant de déterminer d'où cela venait. Le son revint, légèrement plus clair cette fois, provenant de l'aire de jeu. Son cœur s'emballa alors qu'il s'approchait prudemment. L'aire de jeu était entièrement recouverte de neige, les balançoires et les toboggans ressemblant à des structures fantomatiques sous la lueur diffuse des lampadaires. Les pleurs devinrent plus audibles. Il venait de derrière un groupe de buissons couverts de neige. Jean-Luc contourna la végétation et son cœur manqua de s'arrêter. Là, partiellement recouverte par la neige qui tombait, gisait une fille. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ans, vêtue seulement d'un mince manteau, totalement inadapté à ce temps. Mais ce qui le choqua le plus fut de réaliser qu'elle serrait 2 petits paquets contre sa poitrine. Des bébés. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il, s'agenouillant immédiatement dans la neige. La fille était inconsciente, ses lèvres d'une couleur bleutée effrayante. Avec des doigts tremblants, il vérifia son pouls. Il était faible, mais présent. Les bébés se mirent à pleurer plus fort lorsqu'ils sentirent le mouvement. Ne perdant pas de temps, Jean-Luc retira son propre manteau et enveloppa les 3 enfants dedans. Il sortit son téléphone, ses mains tremblant tellement qu'il faillit le laisser tomber. « Docteur Dubois, je sais qu'il est tard, mais c'est une urgence. » Sa voix sortit tendue, contrôlée. « J'ai besoin que vous veniez à mon château immédiatement. »« Non, ce n'est pas pour moi. J'ai trouvé 3 enfants dans le parc, l'un est inconscient. »« Oui, tout de suite. » Puis il appela Colette. Même après tant d'années, il était toujours étonné de sa capacité à répondre à la première sonnerie, peu importe l'heure. « Colette, j'ai besoin que vous prépariez 3 chambres chaudes immédiatement et que vous mettiez de côté des vêtements propres. Non, ils ne sont pas pour des visiteurs. J'amène 3 enfants, une fille d'environ 6 ans et 2 bébés. »« Oui, vous avez bien entendu. Je vous expliquerai quand j'arriverai. » Et Colette,
Appelez aussi cette infirmière qui s'est occupée de moi quand je me suis cassé le bras, Madame Michaud. » Très prudemment, Jean-Luc souleva le petit groupe dans ses bras. La fille était d'une légèreté alarmante, et les bébés, qui semblaient être des jumeaux, ne pouvaient pas avoir plus de 6 mois. Il parvint à regagner sa voiture, reconnaissant d'avoir choisi un modèle avec une banquette arrière spacieuse. Il mit le chauffage à fond et conduisit aussi vite que les conditions le permettaient vers son château en périphérie de la ville. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier les enfants. Les bébés s'étaient un peu calmés, mais la fille restait immobile. Son esprit bouillonnait de questions. Comment ces enfants avaient-ils atterri là? Où étaient leurs parents? Pourquoi une fille si jeune était-elle seule, avec 2 bébés, par une nuit pareille? Quelque chose n'allait pas du tout dans cette histoire. Le château Moreau était une imposante structure de style classique français, avec 3 étages et plus de 2000 mètres carrés. Quand Jean-Luc passa les portes en fer forgé, il vit que de nombreuses lumières étaient déjà allumées. Colette attendait à la porte principale, ses cheveux gris coiffés en leur chignon habituel, portant une robe de chambre par-dessus sa chemise de nuit. « Grand Dieu !» s'exclama-t-elle en voyant Jean-Luc porter les enfants. « Que s'est-il passé ? Je les ai trouvés au jardin du Luxembourg, répondit-il rapidement en entrant. Les chambres sont-elles prêtes ? Oui, j'ai préparé la suite rose et les 2 chambres adjacentes au 2e étage. Madame Michaud est en route. Jean-Luc monta l'escalier en marbre avec Colette sur ses talons. La suite rose, ainsi nommée pour son décor rose poudré et crème, était l'une des chambres les plus confortables du château. Il déposa la fille sur le grand lit à baldaquin pendant que Colette prenait les bébés. « Je vais donner un bain chaud à ces petits, » dit la gouvernante, ses années d'expérience avec les enfants évidentes dans ses mouvements confiants. « Le docteur arrive-t-il bientôt ?»« Oui, il devrait être... » La sonnette de la porte le coupa. Ça doit être lui maintenant. Le docteur Dubois était un homme d'une 60aine d'années, le médecin de la famille Moreau depuis que Jean-Luc était enfant. Malgré l'heure tardive et l'appel urgent, il était impeccablement vêtu de son costume gris. « Où sont les patients ?» demanda-t-il, ouvrant déjà sa mallette. Jean-Luc le conduisit à la suite rose, où la fille était toujours inconsciente. Le médecin l'examina minutieusement, vérifiant ses signes vitaux et sa température. « Une légère hypothermie, » diagnostiqua-t-il. « Elle a eu de la chance. Quelques heures de plus dans ce froid. » Il ne termina pas la phrase, mais Jean-Luc comprit l'implication. Madame Michaud arriva peu après, une infirmière robuste d'âge moyen avec un sourire doux. Avec Colette, elle s'occupa des jumeaux, qui, étonnamment, étaient en meilleure forme que la fille aînée. « C'est extraordinaire », remarqua le docteur Dubois après avoir également examiné les bébés. « Ils ne sont que légèrement refroidis. La fille a dû utiliser son propre corps pour les protéger du froid, un acte de courage remarquable pour quelqu'un de si jeune. » Jean-Luc sentit un nœud dans sa gorge. Qu'est-ce qui avait poussé un enfant à un comportement aussi désespéré et courageux? Les heures suivantes passèrent lentement. Madame Michaud resta avec les jumeaux dans la chambre adjacente, où Colette avait improvisé 2 berceaux. Jean-Luc refusa de quitter le chevet de la fille, observant son visage pâle, pendant qu'elle dormait. Il y avait quelque chose en elle qui remuait ses instincts protecteurs d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Vers 3 heures du matin, elle commença à s'agiter. D'abord, juste de légers mouvements, ses paupières tremblant. Puis, soudain, ses yeux s'ouvrirent, d'un vert profond, maintenant écarquillés de peur. Elle essaya de s'asseoir brusquement, mais Jean-Luc l'arrêta doucement. « Doucement, petite, » dit-il d'une voix douce. « Tu es en sécurité maintenant. »« Les bébés !» cria-t-elle, sa voix rauque de panique. « Où sont Margot et Léo ?» Jean-Luc fut surpris d'entendre leur nom. « Ils vont bien » l'assura-t-il rapidement. « Ils dorment dans la chambre d'à côté. Ma gouvernante et une infirmière s'occupent d'eux. » La fille sembla se détendre un peu en entendant cela, mais ses yeux restèrent craintifs alors qu'elle regardait autour de la chambre luxueuse. Les murs roses doux, les meubles élégants et les rideaux de soie semblaient la dérouter encore plus. « Où suis-je » demanda-t-elle,
sa voix à peine un murmure. « Tu es chez moi, » répondit gentiment Jean-Luc. « Je m'appelle Jean-Luc Moreau. Je vous ai trouvé, toi et les bébés, dans le parc. Tu t'es évanoui dans la neige. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Peux-tu me dire ton nom ?» Elle hésita, se mordant la lèvre inférieure. Ses yeux se tournèrent vers la porte, comme si elle évaluait une éventuelle évasion. « C'est bon, » l'assura Jean-Luc. « Personne ici ne te fera de mal. Nous voulons juste t'aider. »« Sophie, » murmura-t-elle finalement si doucement que Jean-Luc l'entendit à peine. « C'est un très joli nom, Sophie, » sourit-il, essayant de paraître rassurant. « Quel âge as-tu » ? « 6 ans, » répondit-elle, toujours hésitante. « Et les bébés, Margot et Léo, c'est bien ça ? Sont-ils tes frères et sœurs ?» Mentionner les bébés sembla raviver la panique de Sophie. « Je dois les voir !» s'exclama-t-elle, essayant à nouveau de se lever. « Calme-toi, ils vont bien. » Jean-Luc la tint doucement par les épaules. « Mais tu dois me dire ce qui s'est passé, Sophie. Où sont tes parents ?» Le visage de la fille se tordit de pure terreur, faisant glacer le sang de Jean-Luc. « Je ne peux pas y retourner !» s'exclama-t-elle, agrippant son bras avec une force surprenante. « Il leur fera encore du mal. Le méchant père. S'il vous plaît, ne le laissez pas prendre les bébés. » Colette, qui venait d'entrer dans la chambre portant un plateau de chocolat chaud, échangea des regards inquiets avec Jean-Luc. « Personne ne te fera de mal ici, Sophie, » promit Jean-Luc, tenant sa main tremblante. « Vous êtes en sécurité maintenant, vous tous. » Sophie se mit à pleurer silencieusement, de grosses larmes roulant sur ses joues pâles. Colette posa le plateau sur la table de chevet et s'approcha avec un mouchoir. « Ma chérie, » dit-elle doucement, « tu dois avoir faim. Que dirais-tu d'un peu de chocolat chaud ? Ensuite, tu pourras voir les bébés, je te le promets. » La mention de la nourriture sembla réveiller quelque chose en Sophie. Son estomac gargouilla audiblement et elle rougit. « Ça fait un moment que je n'ai pas mangé, » admit-elle timidement. Jean-Luc sentit une vague de colère. Depuis combien de temps cet enfant n'avait-il pas eu de nourriture correcte ? « Colette, pourriez-vous aussi lui apporter quelque chose de léger à manger ? Peut-être de la soupe ? » « Bien sûr, je reviens tout de suite, » répondit la gouvernante, jetant un regard maternel à Sophie avant de partir. Alors que Sophie sirotait le chocolat chaud par petites gorgées prudentes, Jean-Luc l'observait attentivement. Maintenant qu'elle était réveillée, il remarqua des signes subtils qu'il avait manqués auparavant. Il y avait de petites ecchymoses jaunâtres sur ses bras, visibles sous le pyjama emprunté. Ses joues étaient creusées pour un enfant de son âge, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Colette revint avec un plateau contenant de la soupe de légumes et du pain frais. L'odeur délicieuse fit s'agiter Sophie avec excitation dans le lit, mais elle attendit poliment que la gouvernante arrange tout. « Mange lentement, » instruisit doucement Colette. « Ton estomac a besoin de se réhabituer à la nourriture. » Pendant que la fille mangeait, Jean-Luc et Colette échangèrent des regards significatifs. Il y avait beaucoup plus dans cette histoire qu'ils ne pouvaient l'imaginer, et les mots de Sophie sur le méchant père résonnaient de manière inquiétante dans l'esprit de Jean-Luc. Après avoir fini la soupe, Sophie commença à montrer des signes d'épuisement, mais elle insistait toujours pour voir les bébés. « Juste un petit coup d'œil, » concéda Jean-Luc. « Ensuite, tu dois te reposer. » Il l'aida à se lever, à nouveau surpris par sa légèreté, et la guida vers la chambre voisine. Madame Michaud somnolait dans un fauteuil, pendant que les jumeaux dormaient paisiblement dans leurs berceaux improvisés. Sophie entra sur la pointe des pieds, vérifiant chaque bébé avec un soin qui brisa le cœur de Jean-Luc. Satisfaite qu'il soit en sécurité et au chaud, elle se laissa finalement ramener à son lit. « Dors maintenant » dit doucement Jean-Luc, ajustant les couvertures autour d'elle. « Nous parlerons plus demain. » Sophie lui tint la main alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner. « Promets-moi que tu ne le laisseras pas nous trouver, » demanda-t-elle, ses yeux verts implorants. « Je le promets, » répondit fermement Jean-Luc, bien qu'il ne soit pas tout à fait sûr contre qui il faisait cette promesse. « Vous êtes sous ma protection maintenant. » La fille sembla accepter cela. Ses yeux se fermèrent finalement alors que l'épuisement la submergeait. En quelques minutes, sa respiration devint régulière
et profonde. Jean-Luc resta près du lit quelques instants de plus, observant son sommeil agité. Colette s'approcha doucement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez besoin de vous reposer aussi, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à ce que ces enfants ont traversé, Colette, » répondit-il, sa voix lourde d'inquiétude. « Qui pourrait faire fuir un enfant par une nuit pareille avec 2 bébés ?»« Nous en saurons plus demain, » dit sagement la gouvernante. « Pour l'instant, ils sont en sécurité. » Jean-Luc hocha la tête, mais ne bougea pas pour partir. Il savait qu'il ne pourrait pas dormir. Ses instincts lui disaient là que les sauvés de la neige n'étaient que le début d'une histoire beaucoup plus grande. Alors qu'il regardait Sophie dormir, il fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger ses 3 enfants, peu importe le coût. La neige tombait toujours dehors, mais à l'intérieur du château Moreau, 3 petites vies commençaient à trouver un nouveau chemin vers l'espoir. L'inspecteur Leclerc n'était pas le genre de détective que l'on trouvait dans les pages jaunes. Son bureau discret au 3e étage d'un vieil immeuble du Marais n'avait même pas d'enseigne sur la porte. C'était exactement pour cela que Jean-Luc l'avait choisi. « J'ai besoin d'une discrétion absolue sur cette affaire », expliqua Jean-Luc, tandis que le détective examinait les photos des enfants que Colette avait prises pendant le petit déjeuner. « Moins il y aura de gens au courant, mieux ce sera. » Leclerc hocha la tête, ses yeux expérimentés étudiant chaque détail des images. À 55 ans, il avait le genre de visage qui passait inaperçu dans une foule, son meilleur outil professionnel. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir impliquer les autorités ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Pas encore, » répondit Jean-Luc, tendu. « J'ai le sentiment que nous devons d'abord mieux comprendre cette histoire. » Sophie. Elle panique à la simple mention de son père. Et la mère ? Elle refuse d'en parler. En fait, elle parle à peine. Elle passe tout son temps avec les jumeaux, comme si elle avait peur qu'ils disparaissent à tout moment. Leclerc prit quelques notes dans son carnet usé. « J'aurais besoin de plus d'informations. N'importe quel détail pourrait être utile. »« Les jumeaux ont environ 6 mois, Margot et Léo, » l'informa Jean-Luc. « Sophie a 6 ans. Je les ai trouvés tous les 3 au jardin du Luxembourg, il y a 3 jours. Elle protégeait les bébés du froid avec son propre corps. » Le détective haussa les sourcils, impressionné. « Une petite fille et 2 bébés. Quelqu'un doit les chercher. »« C'est exactement ce qui m'inquiète, » marmonna Jean-Luc. De retour au château, Jean-Luc trouva Colette supervisant Sophie, qui jouait avec les jumeaux dans le salon. La fille était assise sur le tapis persan, fredonnant doucement pour Margot, tandis que Léo dormait dans sa nouvelle poussette. Au cours des 3 derniers jours, Jean-Luc avait pratiquement vidé un grand magasin, achetant tout ce dont les enfants pourraient avoir besoin. Vêtements, jouets, couches, poussettes. Le château Moreau, autrefois si formel et silencieux, ressemblait maintenant à une crèche de luxe. « Salut, petite !» sourit-il, s'asseyant à côté d'elle sur le tapis. « Comment vont nos bébés aujourd'hui ?» Sophie leva les yeux, un petit sourire apparaissant sur son visage. C'était la première fois que Jean-Luc la voyait sourire depuis qu'il l'avait trouvée. « Margot aime la musique, » dit-elle doucement. Maman leur chantait. Jean-Luc échangea un rapide regard avec Colette. C'était la première fois que Sophie mentionnait volontairement sa mère. « Ta maman te chantait beaucoup ?» demanda-t-il nonchalamment, essayant de ne pas paraître trop insistant pour ne pas l'effrayer. Le sourire de Sophie disparut. Elle serra Margot plus fort, ses yeux verts se remplissant soudain de larmes. « Elle ne peut plus chanter, » murmura-t-elle, et 2 grosses larmes roulèrent sur ses joues. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. Doucement, il posa une main sur l'épaule de la fille. « C'est bon, Sophie. Tu n'es pas obligée d'en parler si tu n'en as pas envie. » Mais quelque chose semblait s'être brisé en elle. Tenant toujours Margot, Sophie commença à parler, sa voix brisée par les sanglots. Elle chantait tous les soirs, même quand il criait pour qu'elle arrête. Il disait que c'était trop de bruit et que les bébés devaient apprendre à dormir en silence. Colette s'approcha doucement, prenant Margot des bras de Sophie. La fille ne résista pas, permettant à Jean-Luc de la serrer dans ses bras pendant qu'elle pleurait. « Il s'est mis tellement en colère », continua-t-elle à travers ses sanglots.
Il disait qu'elle nous gâtait trop, que nous devions être forts et que pleurer, c'était pour les faibles. Jean-Luc sentit une vague de colère froide monter en lui. Qui était cet homme qui avait traumatisé un enfant si profondément? « Sophie, dit-il doucement, quand ses sanglots commencèrent à s'apaiser, tu es la fille la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu as pris soin de tes frères et sœurs toute seule, tu les as protégés du froid, et ça, ce n'est pas être faible. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Vraiment ? » ?»« Absolument, sourit-il en essuyant ses larmes. « Et maintenant, tu n'es plus seule. Je vais prendre soin de toi. » Les mots sortirent naturellement, sans qu'il les ait planifiés. Mais dès qu'il les prononça, Jean-Luc sut qu'ils étaient vrais. Au cours des 3 derniers jours, ses enfants avaient éveillé en lui des sentiments qu'il ne se connaissait pas. « Promis ?» demanda Sophie, ses yeux verts fixés sur les siens. « Promis ?» répondit-il fermement. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Jean-Luc resta dans son bureau, perdu dans ses pensées. Colette entra avec une tasse de thé. « Avez-vous vraiment l'intention de les garder ?» demanda-t-elle en posant la tasse sur la table. « Au moins temporairement, » répondit-il, « jusqu'à ce que nous en sachions plus sur la situation. Je ne peux pas simplement les remettre au système sans savoir ce qui s'est passé. »« Colette, il y a quelque chose de très grave ici. » La gouvernante hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Vous savez, depuis toutes ces années que je travaille pour vous, je ne vous ai jamais vu aussi vivant. » Jean-Luc haussa les sourcils, surpris. « Que voulez-vous dire ? Avant, ce n'était que des réunions d'affaires, du travail. Maintenant, il y a de la vie dans cette maison, des rires d'enfants, les pleurs d'un bébé, et même vous souriez davantage. » Il ne put s'empêcher de sourire. C'était vrai. En seulement 3 jours, ces 3 petites vies avaient complètement transformé sa routine méthodique et solitaire. Son téléphone vibra, un message de Leclerc. « J'ai trouvé quelque chose. Nous devons parler demain à la 1re heure. » Jean-Luc relut le message plusieurs fois, un sentiment de malaise grandissant dans sa poitrine. Quelque chose lui disait que les révélations à venir changeraient tout. À l'étage, les doux bruits des enfants endormis remplissaient les pièces autrefois vides du château Moreau. Jean-Luc monta pour sa dernière vérification de la nuit, une habitude qu'il avait développée au cours des derniers jours. Sophie dormait, serrant l'ours en peluche qu'il lui avait acheté, son visage enfin serein. À côté d'elle, dans leur berceau, Margot et Léo dormaient paisiblement. En les regardant, Jean-Luc sut avec certitude qu'il ferait n'importe quoi pour protéger ses enfants. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa promesse serait mise à l'épreuve bien plus tôt qu'il ne l'imaginait. Le bureau de l'inspecteur Leclerc semblait encore plus claustrophobe en ce matin gris. Jean-Luc regarda le détective disposer une série de documents sur son bureau usé, son estomac se nouant d'anticipation. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, incapable d'attendre plus longtemps. Leclerc soupira lourdement avant de répondre. « Philippe de Valois, marié depuis 8 ans. Il est cadre dans une société pharmaceutique. Elle était professeure de musique dans une école primaire. » Le détective marqua une pause significative. « Était, au passé. » Jean-Luc sentit un frisson. Que lui est-il arrivé ? Officiellement, un accident de voiture il y a 2 mois. Une collision frontale sur une route déserte. Pas de témoins. Leclerc poussa un rapport de police vers Jean-Luc. Mais il y a des incohérences troublantes dans le dossier. Jean-Luc examina le document, son visage pâlissant progressivement. Le corps était méconnaissable. « Exactement », hocha la tête Leclerc. L'identification a été faite uniquement par des objets personnels et des dossiers dentaires fournis par le mari. Et il y a plus. Au cours des 5 dernières années, il y a eu 17 appels à la police à leur adresse, tous pour des troubles ou des disputes domestiques. Aucun n'a abouti à une arrestation. « 17 appels et personne n'a rien fait ?» demanda Jean-Luc, incrédule. « Philippe de Valois a des relations puissantes, » expliqua Leclerc, passant d'autres documents. Chaque incident a été rapidement classé.
Les témoins ont toujours changé leur déclaration. Les officiers ont été mutés. Jean-Luc passa ses mains dans ses cheveux, essayant de traiter l'information. Et les enfants? Sophie est la fille de Claire d'un précédent mariage. Philippe l'a légalement adoptée après le mariage. Les jumeaux sont nés il y a 6 mois. Leclerc hésita avant de continuer. Il y a des dossiers de Sophie visitant les urgences 2 fois l'année dernière, un bras cassé et une commotion cérébrale. Les explications étaient une chute dans les escaliers et un accident de terrain de jeu. Jean-Luc sentit la bile lui monter à la gorge. Les mots de Sophie sur le méchant père prenaient maintenant un sens terrible. « Jean-Luc, dit sérieusement Leclerc, Philippe de Valois les cherche. Il a déjà engagé des enquêteurs privés, offert une récompense. Il utilise toutes ses ressources. Il ne s'approchera pas de ses enfants, déclara Jean-Luc, sa voix pleine de détermination. De retour au château, Jean-Luc fut accueilli par une scène qui lui serra le cœur. Sophie était recroquevillée dans un coin du salon, tremblante, tandis que Colette tentait de la calmer. « Ce n'était qu'un cauchemar, ma chérie, » disait doucement la gouvernante. « Il était là, » sanglota Sophie. « Je l'ai vu emmener Margot et Léo. » Jean-Luc s'agenouilla à côté d'elle. « Ce n'était qu'un mauvais rêve, petite. Regarde, les bébés sont juste là, dormant en toute sécurité. » Sophie se jeta dans ses bras, pleurant convulsivement. « Ne le laisse pas les emmener, Jean-Luc, s'il te plaît. Il... » « Chut, c'est bon. » Il la serra fort. « Personne ne vous emmènera d'ici. » Plus tard, après que Sophie se fut finalement rendormie, Jean-Luc convoqua une réunion avec son équipe de sécurité. Le château Moreau était déjà bien protégé, mais il en voulait plus. « Je veux des caméras couvrant chaque centimètre du périmètre, » ordonna-t-il. « Des gardes 24 heures sur 24, des contrôles stricts de toute personne entrant ou sortant. Et j'ai besoin d'une équipe dédiée uniquement à la sécurité des enfants. »« Oui, monsieur Moreau, » hocha la tête le chef de la sécurité. « Nous commencerons les installations tout de suite. » Dans les jours qui suivirent, Jean-Luc réorganisa toute sa vie autour des enfants. Il déplaça son bureau au château, délégua des réunions et se concentra uniquement sur les affaires essentielles. Chaque moment libre était consacré à Sophie et aux jumeaux. Colette observait, étonnée, la transformation de son employeur. Le jeune milliardaire bourreau de travail s'était transformé en un père dévoué, presque du jour au lendemain. Elle le trouvait souvent dans la chambre des jumeaux, tard dans la nuit, berçant Margot ou Léo, ou lisant des histoires à Sophie jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Un matin, alors que Colette préparait les biberons pour les jumeaux, elle entendit des rires venant du jardin. Par la fenêtre de la cuisine, elle vit Jean-Luc courir sur l'herbe avec Sophie sur ses épaules, tous deux riant aux éclats. C'était la première fois qu'elle entendait la fille rire comme ça. « Plus haut, Jean-Luc !» cria Sophie, les bras tendus comme des ailes. « Tiens-toi bien, princesse !» répondit-il en tournant prudemment sur lui-même. Colette essuya discrètement une larme. Le château, autrefois si silencieux et formel, débordait maintenant de vie et d'amour. Les jumeaux prospéraient aussi. Margot, la plus extravertie, souriait déjà à tout le monde et essayait de ramper sur le tapis du salon. Léo, plus calme, fondait chaque fois que Jean-Luc le prenait pour faire des grimaces. « Il semble plus heureux, » commenta Sophie un soir, regardant les jumeaux jouer dans leur parc. « Et toi, Sophie ?» demanda doucement Jean-Luc. « Es-tu heureuse ici ?» Elle leva les yeux vers lui avec ses grands yeux verts. « Je n'ai jamais été aussi heureuse, » répondit-elle avec une sincérité surprenante pour son âge. « Ici, personne ne crie, personne ne fait de mal. » Jean-Luc sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Il la serra dans une étreinte forte, jurant silencieusement que personne ne ferait plus jamais de mal à cet enfant. Mais tous les moments n'étaient pas heureux. Les cauchemars de Sophie continuaient, devenant plus intenses. Une nuit particulièrement mauvaise, elle se réveilla en hurlant si fort qu'elle fit sursauter les jumeaux. « Maman !» appelait-elle entre deux sanglots. « Ne le laisse pas faire ça, maman !» Jean-Luc se précipita dans sa chambre, la trouvant trempée de sueur, les yeux écarquillés de terreur. « Sophie,
Réveille-toi, ce n'est qu'un rêve. » Il la secoua doucement. Elle s'accrocha à ses bras avec une force surprenante. Il l'a poussée, Jean-Luc. Je l'ai vu la pousser dans les escaliers. Maman n'est pas tombée toute seule. Jean-Luc sentit son sang se glacer. « De quoi parles-tu, petite ?» Mais Sophie sanglotait déjà de manière incontrôlable, incapable de continuer. Jean-Luc la berça jusqu'à ce qu'elle se rendorme, son esprit tourbillonnant face à la terrible implication de ses paroles. Tôt le lendemain matin, il appela Leclerc. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose de spécifique, » dit-il dès que le détective décrocha. « Y a-t-il eu un accident domestique impliquant Claire de Valois avant l'accident de voiture ?»« Laissez-moi vérifier, » répondit Leclerc. Il y eut une pause et le bruissement de papier. « Oui. 3 mois avant l'accident fatal, elle a été hospitalisée après une chute dans les escaliers. Côte cassée, commotion cérébrale sévère. »« Mon Dieu !» marmonna Jean-Luc. « Sophie a tout vu. » Jean-Luc, la voix de Leclerc devint grave. « Il y a encore une chose que vous devez savoir. Philippe de Valois vient d'engager 2 autres enquêteurs privés. L'un d'eux a la réputation d'utiliser des méthodes non conventionnelles. » L'inquiétude de Jean-Luc grandit de façon exponentielle. Le même après-midi, il convoqua une réunion avec ses avocats. « Je veux demander la garde temporaire, » annonça-t-il, « et j'ai besoin de mesures de protection pour les enfants. »« Monsieur Moreau, » commença l'un des avocats avec hésitation. « Vous n'avez aucun lien légal avec ces enfants. Il sera difficile de justifier. »« Alors trouvez un moyen. » Jean-Luc frappa la table. « Ces enfants ne retourneront pas chez Philippe de Valois. Pas tant que je serai en vie. » Pendant que les avocats discutaient de stratégie, Jean-Luc reçut un message de Colette. « Sophie vous demande. Elle a fait un dessin qu'elle veut vous montrer. » Dans la chambre des enfants, Sophie attendait, tenant un morceau de papier. C'était un dessin au crayon de 5 personnages en bâton, 3 petits et 2 grands. « C'est nous, » expliqua-t-elle timidement. « Moi, Margot, Léo, vous et Colette. Une famille. » Jean-Luc sentit les larmes lui piquer les yeux. Il prit Sophie et la serra fort. « Oui, petite, » murmura-t-il, « nous sommes une famille. » Colette, berçant Margot de l'autre côté de la pièce, sourit à travers ses propres larmes. Le moment fut interrompu par la vibration du téléphone de Jean-Luc. C'était encore Leclerc. « Nous devons parler. Urgent. Philippe de Valois a été vu à Paris. » Jean-Luc regarda Sophie, toujours accrochée à lui, lui montrant fièrement où elle avait dessiné les jumeaux. Puis Margot dans les bras de Colette et Léo endormi paisiblement dans son berceau. Une famille. Il la protégerait à tout prix. La tempête approchait, mais il était prêt à y faire face. « Personne ne vous fera de mal, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les enfants. Plus jamais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Philippe de Valois était plus proche qu'il ne l'imaginait, et que le véritable test de sa promesse était sur le point de commencer. La photo en noir et blanc sur l'écran d'ordinateur de Jean-Luc montrait un homme grand et élégant sortant d'un hôtel de luxe parisien. Philippe de Valois avait le genre de visage qui inspirait confiance au premier regard, et c'était exactement ce qui le rendait encore plus dangereux. « Elle a été prise hier », dit Leclerc au téléphone. « Il séjourne à l'hôtel Le Bristol, dans une suite exécutive. Il a passé beaucoup d'appels, rencontré des gens dans des restaurants chers. Il déplace de grosses sommes d'argent. Avez-vous pu savoir où va cet argent ? » « Pas encore, mais... » Leclerc hésita. Il y a quelque chose de bizarre dans ses finances. Pour quelqu'un à son poste, il prend des mesures très risquées. On dirait qu'il est désespéré. Jean-Luc raccrocha, pensif. De la fenêtre de son bureau, il pouvait voir Sophie jouer dans le jardin avec Colette et les jumeaux. La fille était plus détendue ces jours-ci, commençant même à sourire davantage. L'idée que cette paix puisse être brisée lui retournait l'estomac. L'interphone sonna. « Monsieur Moreau, l'un des gardes a repéré une voiture suspecte, faisant le tour du quartier pour la 3e fois aujourd'hui. Ont-ils photographié la plaque ? » « Oui, monsieur. Nous l'avons déjà envoyé pour vérification. » Jean-Luc activa immédiatement le protocole qu'il avait mis en place. En quelques minutes,
Colette avait fait rentrer les enfants et la sécurité extérieure avait été renforcée. Plus tard, pendant le dîner, Sophie était inhabituellement silencieuse. Ses yeux verts se tournaient constamment vers les fenêtres, même si les rideaux étaient tirés. « Tout va bien, petite ?» demanda doucement Jean-Luc. « J'ai vu un homme aujourd'hui, » murmura-t-elle, « quand j'étais dans le jardin, de l'autre côté de la rue. » Jean-Luc sentit son cœur s'emballer. À quoi ressemblait-il? Je ne pouvais pas bien voir, mais... Des larmes se mirent à couler sur ses joues. Il portait un costume bleu foncé, comme celui de ton père, termina doucement Colette. Sophie hocha la tête, tremblante. Il portait toujours des costumes comme ça. Il disait qu'il devait avoir l'air important pour que les gens lui fassent confiance. Jean-Luc et Colette échangèrent des regards inquiets. C'était la première fois que Sophie parlait si directement de Philippe. « Il, » continua Sophie, sa voix presque inaudible. « Il faisait beaucoup pleurer maman. Il demandait toujours plus d'argent. Il disait que c'était les derniers méchants hommes qu'il paierait. »« Des méchants hommes ?» demanda Jean-Luc, essayant de garder sa voix calme. « Il venait parfois à la maison, tard dans la nuit. » Sophie s'enveloppa les bras autour d'elle-même. Il parlait fort, voulait de l'argent. Papa devenait différent quand il venait. Vraiment effrayé. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Jean-Luc. « Leclerc, » se murmura-t-il. « Je dois parler à Leclerc. » Plus tard, après avoir couché les enfants, une entreprise plus longue que d'habitude, car Sophie insistait pour vérifier à plusieurs reprises que toutes les fenêtres étaient verrouillées. Jean-Luc rencontra le détective dans son bureau. Des prêteurs sur gage, confirma Leclerc, étalant des documents sur le bureau en acajou. Et nous ne parlons pas de petits prêteurs de quartier. Philippe de Valois est impliqué avec des gens importants et dangereux. Combien? D'après ce que j'ai pu remonter, plus de 15 millions. Ça a commencé avec des paris sur les courses de chevaux, puis la roulette, le poker à enjeux élevés. Quand les pertes sont devenues trop importantes, il a commencé à emprunter pour les couvrir. Un trou pour en boucher un autre, s'enfonçant de plus en plus. Et Claire, comment s'inscrit-elle là-dedans? D'après ce que j'ai trouvé, c'était une professeure de musique à succès. Elle avait un héritage considérable de sa famille, des propriétés, des actions, des obligations du Trésor. Environ 5 millions d'euros. Leclerc poussa d'autres documents vers Jean-Luc. Au cours des 2 dernières années, tout a été transféré sur divers comptes, certains offshore, d'autres sous des sociétés écrans. L'argent a tout simplement disparu. « Mon Dieu !» marmonna Jean-Luc. « Il y a plus ?» poursuivit Leclerc. « J'ai trouvé les registres d'une police d'assurance-vie à son nom. Haute valeur, bénéficiaire unique, Philippe de Valois. » Jean-Luc sentit un frisson. « L'accident de voiture n'a pas suffi », termina Leclerc. « Les dettes étaient plus importantes. Et maintenant ? Eh bien, les jumeaux ont un fonds fiduciaire considérable laissé par leurs grands-parents maternels. Il n'est accessible qu'à leurs 21 ans, mais avec la garde légale. Il veut utiliser l'argent des enfants, conclut Jean-Luc, dégoûté. Un cri strident déchira la nuit. « Jean-Luc! Jean-Luc !» Il courut vers la chambre de Sophie, montant les escaliers 2 par 2. La fille était au milieu d'un autre violent cauchemar, se débattant sur les draps de soie. Colette était déjà là, essayant de la calmer. « Ne les laissez pas le prendre !» cria Sophie, ses mots brisés par les sanglots. « L'argent appartient au bébé. Maman a dit que c'était au bébé. Elle l'a promis à grand-père. » Jean-Luc la prit dans ses bras, sentant son petit corps trembler. « Chut, tout va bien. Personne ne prendra rien. » Peu à peu, à travers les sanglots et les tremblements, toute l'histoire commença à émerger. La nuit où ils se sont enfuis, Sophie avait entendu une terrible dispute entre Philippe et des hommes. « Il voulait le plus d'argent », sanglota-t-elle, s'accrochant à la chemise de Jean-Luc. « Papa a dit qu'il utiliserait l'argent des bébés. Mais maman... »« Maman quoi, ma chérie ?» demanda doucement Colette, lui caressant les cheveux. Maman a dit non, que c'était la dernière chose que grand-père et grand-mère avaient laissée. Elle nous a emmenés au milieu de la nuit. Elle a dit que nous allions dans un endroit sûr, qu'elle allait dénoncer papa. Sophie trembla encore plus. Mais papa s'est réveillé. Il était si en colère. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère.
Maman m'a donné les bébés, m'a dit de courir, et j'ai couru si loin. Il faisait si froid, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Jean-Luc sentit une fureur froide l'envahir. Claire avait donné sa vie pour protéger ses enfants, et maintenant Philippe voulait utiliser jusqu'au dernier centime qui leur appartenait. « Leclerc, dit-il plus tard au téléphone, sa voix déterminée. Je veux tout. Chaque dossier, chaque transaction, chaque conversation suspecte. Nous allons exposer Philippe de Valois pour ce qu'il est vraiment. »« Je suis dessus, » répondit le détective. « Mais Jean-Luc, soyez prudent. Les hommes désespérés sont dangereux. » Le lendemain matin, Jean-Luc réunit son équipe juridique. « Je veux la garde complète de ses enfants, » annonça-t-il. « Et nous allons le faire de la bonne manière, avec des preuves, des documents, tout ce que nous avons. Nous exposerons chaque centime qu'il a volé, chaque menace voilée, chaque trahison de confiance. Ce sera une bataille difficile, prévint l'un des avocats. Il est le père légal. C'est un monstre qui a détruit une famille pour de l'argent, coupa Jean-Luc. Et il ne posera pas un doigt sur ses enfants tant que je serai en vie. Pendant que les avocats discutaient de stratégie, Jean-Luc jeta un coup d'œil par la fenêtre. Dans le jardin, surveillé par la sécurité, Sophie jouait avec les jumeaux. Margot tentait ses premiers pas, soutenue par les mains de sa sœur, tandis que Léo applaudissait avec enthousiasme. « Vous êtes ma famille maintenant, » murmura Jean-Luc. « Et je protège ma famille. » Le bourdonnement d'un message entrant le ramena à la réalité. C'était Leclerc. Mouvement suspect, près du château. Je pense qu'il se prépare à faire quelque chose. Mes contacts disent qu'il a une réunion ce soir avec des hommes dangereux. Il semble désespéré. Jean-Luc serra les poings. La tempête arrivait, mais il était prêt. Philippe de Valois n'avait aucune idée à qui il avait affaire. « Vas-y, » murmura-t-il. « Je t'attends. » Le système de sécurité du château Moreau tomba en panne à 23h47, un jeudi pluvieux. Ce n'était pas une panne ordinaire, c'était une attaque coordonnée et professionnelle qui coupa temporairement le courant dans l'aile est. En quelques secondes, les caméras de secours se sont activées, mais ces brefs moments d'obscurité ont suffi. Jean-Luc était dans son bureau lorsque la première alarme a retenti. Avant qu'il ne puisse attraper le téléphone, Colette fit irruption dans la pièce. « Il est là, » dit-elle, pâle, à l'entrée de service, près de la cuisine. « Les enfants ? Dans la chambre forte, comme nous l'avons répété. » Sophie a peur, mais elle calme les jumeaux. Jean-Luc hocha la tête, l'adrénaline parcourant ses veines. « Appelez la police. » Code rouge. Philippe de Valois n'était pas seul. À travers les caméras encore fonctionnelles, Jean-Luc pouvait voir 3 hommes avec lui. Des professionnels, à en juger par leur posture et leurs mouvements coordonnés. L'un d'eux portait une mallette qui retourna l'estomac de Jean-Luc. « Monsieur Moreau », la voix de Philippe résonna dans le hall d'entrée, faussement cordiale. « Quel château impressionnant ! Bien que je doive dire que votre sécurité laisse à désirer. » Jean-Luc descendit lentement les escaliers, chaque pas calculé. Pour la première fois, il se retrouvait face à face avec l'homme qui avait ruiné tant de vies. « De Valois ?» répondit-il glacialement. « L'effraction est un crime. » Philippe sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son costume bleu marine impeccable contrastait vivement avec la violence implicite de la scène. « Un crime. Intéressant que vous mentionniez cela. Vous savez ce qui est aussi un crime ? L'enlèvement. Mes enfants sont ici, Moreau. Je suis venu les chercher. »« Vos enfants ?» Jean-Luc eut un rire sans humour. « Ceux que vous essayez de voler ? C'était combien déjà, ce fonds fiduciaire ? 10 millions ? » Le sourire de Philippe vacilla brièvement. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais tout de Valois. Le jeu, les dettes, les prêteurs sur gage. Je sais même pour l'assurance vie de Claire. Très pratique cet accident, hein ? » « Surveillez vos paroles, » siffla Philippe, son vernis de civilité se fissurant. « Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. »« Oh, j'en ai une assez bonne idée. » Jean-Luc fit un pas en avant. « Je peux imaginer exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Claire a découvert votre plan pour l'argent des jumeaux, n'est-ce pas ? Elle a décidé de s'enfuir, de protéger les enfants. Mais vous ne pouviez pas permettre ça. « Tais-toi » explosa Philippe, faisant un pas de plus. «
Ces hommes de main se tendirent, prêts à se battre. « Où sont mes enfants ? » ?»« En sécurité. Loin de vous. » Les sirènes commencèrent à hurler au loin. Philippe vérifia sa montre, visiblement nerveux. « Dernière chance, Moreau. Donnez-moi les enfants et personne ne sera blessé. Vous ne poserez pas la main sur eux, déclara Jean-Luc, sa voix comme de l'acier. Plus jamais. C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Philippe fit un geste rapide et ses hommes avancèrent. Jean-Luc était préparé. Des années d'entraînement aux arts martiaux n'avaient pas été vaines. Le premier homme tomba d'un coup précis, mais les deux autres étaient plus expérimentés. La bagarre se propagea dans le hall, des meubles renversés, du verre brisé. À un moment donné, Jean-Luc entendit Colette crier que la police était en route. Philippe resta sur la touche, observant le chaos avec un sourire tordu. L'un des hommes accula Jean-Luc contre le mur, mais gérer des milliards avait appris à Jean-Luc à toujours avoir un plan B. D'un mouvement rapide, il appuya sur le bouton de panique caché dans la plainte. Des sprinklers de sécurité jaillirent, trempant tout le monde en quelques secondes. Le système de brouillard n'était pas de l'eau. C'était un composé non létal, conçu pour des situations comme celle-ci. En quelques minutes, les agresseurs commencèrent à tousser et à perdre leur coordination. « Papa !» Le cri traversa le chaos comme un couteau. Sophie se tenait en haut des escaliers, s'étant échappée de la chambre forte on ne sait comment. Ses yeux verts étaient écarquillés de terreur. « Sophie !» cria Philippe, un étrange mélange de triomphe et de désespoir dans la voix. « Viens voir papa. Allons chercher tes frères et sœurs et... »« Non !» hurla-t-elle en reculant. « Tu as fait du mal à maman. Tu veux faire du mal au bébé ?»« Ta mère était faible, » gronda Philippe, son masque tombé complètement. « Elle allait tout gâcher. L'argent est à moi. Tout est à moi. » À ce moment-là, la porte du château s'ouvrit en grand. Une équipe du GIGN inonda la pièce, armes levées. Philippe et ses hommes furent rapidement maîtrisés, malgré leurs protestations incohérentes sur les droits parentaux et la propriété privée. Jean-Luc courut en haut des escaliers, prenant Sophie dans ses bras. Elle tremblait, mais ses yeux ne quittèrent pas la vue de son père menotté. « C'est fini » murmura-t-elle. « C'est fini, petite. » Jean-Luc la serra fort. « Il ne te fera plus jamais de mal. » Colette apparut, portant les jumeaux. Miraculeusement, ils avaient dormi pendant toute l'épreuve. « La police veut vous parler, » dit-elle doucement. « Et les avocats sont en route. » Jean-Luc hocha la tête, tenant toujours Sophie. En bas, il pouvait entendre Philippe hurler des menaces alors qu'on l'emmenait. « Ce sont mes enfants, mon argent. Vous le regretterez, Moreau. » Sophie enfouit son visage dans le cou de Jean-Luc, ses petites mains agrippant sa chemise trempée. « Ne le laisse pas revenir, » supplia-t-elle. « Plus jamais, » promit Jean-Luc, embrassant le sommet de sa tête. « Vous êtes ma famille maintenant, et je protège ma famille. » Les heures suivantes furent un tourbillon de déclarations, de rapports de police et de consultations avec les avocats. Le château devint une scène de crime alors que les enquêteurs recueillaient des preuves de l'effraction et de la bagarre. « Cela aidera pour la bataille pour la garde », remarqua maître Dubois, l'avocate principale de Jean-Luc, en regardant la police. « Effraction, tentative d'enlèvement, agression. » Il a creusé sa propre tombe. Jean-Luc hocha simplement la tête, son esprit déjà tourné vers le lendemain. La bataille physique était terminée, mais la guerre juridique ne faisait que commencer. Et il était prêt à se battre avec tout ce qu'il avait. Dans la chambre des enfants, maintenant gardée par 2 officiers, Sophie s'était finalement endormie, serrant son ours en peluche. Les jumeaux dormaient paisiblement dans leur berceau, inconscients du drame qui s'était déroulé. « Vous savez, » dit doucement Colette, ajustant la couverture de Sophie, « quand vous avez amené ces enfants ici cette nuit de neige, je savais que nos vies changeraient. Mais je n'aurais jamais imaginé à quel point. » Jean-Luc sourit, contemplant sa famille improvisée. C'était le meilleur changement possible. Dehors, la pluie avait cessé et les premières lueurs de l'aube apparaissaient à l'horizon. Un nouveau jour commençait, et avec lui, un nouveau chapitre dans la vie de la famille Moreau. Mais alors que Philippe était emmené au poste de police, ses derniers mots résonnaient comme une promesse sinistre.
Ce n'est pas fini, Moreau, loin de là. La bataille juridique à venir serait brutale, mais Jean-Luc était prêt. Pour la première fois de sa vie, il avait quelque chose de plus précieux que tout son argent à protéger. Il avait une famille. La salle d'audience 7 du palais de justice de Paris avait le genre de silence qui pesait sur les os. Jean-Luc Moreau ajusta sa cravate pour la 10e fois ce matin-là, les yeux fixés sur la porte par laquelle Philippe de Valois entrerait. À côté de lui, Maître Dubois arrangeait une pile de documents intimidante. « Rappelez-vous, murmura-t-elle, restez calme. Quoi qu'ils disent, nous avons les preuves de notre côté. » Jean-Luc hocha la tête mécaniquement, son esprit vagabondant vers la scène qu'il avait laissée au château des heures plus tôt. Sophie, pâle dans sa nouvelle robe bleue, avait refusé de lâcher sa main jusqu'au tout dernier moment. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» avait-elle demandé, ses yeux verts remplis de peur. « Promis ? Je reviens toujours pour vous, petite, » avait-il promis en l'embrassant sur le front. « Colette sera avec toi, et les jumeaux, tout le temps. » Maintenant, assis dans l'austère salle d'audience, cette promesse lui pesait comme du plomb. La porte latérale s'ouvrit et Philippe de Valois entra, escorté par ses avocats. Même menotté, il maintenait cette aura de dignité étudiée qui avait trompé tant de gens pendant si longtemps. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jean-Luc un instant, froids comme de la glace. « Levez-vous » annonça l'huissier. « La cour est en session. Affaire de Valois contre Moreau. Madame la juge Lefebvre préside. » La juge Lefebvre était connue pour son esprit vif et son manque de patience pour le théâtre juridique. Ses yeux expérimentés balayèrent la salle d'audience par-dessus ses lunettes de lecture. « Avant de commencer, dit-elle, je veux clarifier une chose. Ce n'est pas un cirque médiatique. Nous sommes ici pour déterminer l'intérêt supérieur de 3 enfants mineurs. Procédez, Maître Dubois. » Maître Dubois se leva avec grâce. « Votre honneur, nous présentons des preuves irréfutables que Philippe de Valois est un réel danger pour ses enfants. Non seulement les événements violents de la semaine dernière, lorsqu'il a envahi la propriété de M. Moreau avec des hommes armés, mais aussi un historique constant de comportements abusifs et irresponsables. » Elle commença à exposer les preuves méthodiquement. Les dossiers financiers montrant que l'héritage de Claire avait été détourné. Les rapports de police sur les 17 appels pour troubles domestiques. Les témoignages des voisins. Les dossiers médicaux suspects. Mais le point le plus grave, votre honneur, continua Maître Dubois, est la tentative de M. de Valois d'accéder illégalement au fonds fiduciaire des jumeaux. 10 millions d'euros qu'il avait l'intention d'utiliser pour payer des dettes de jeu à des organisations criminelles. Philippe se tortilla mal à l'aise sur sa chaise pendant que ses avocats objectaient. La juge les fit taire d'un geste. « Monsieur Moreau, » se tourna-t-elle vers Jean-Luc, « vous n'avez aucun lien juridique avec ces enfants. Pourquoi devrions-nous considérer votre demande de garde ?» Jean-Luc se leva, sentant le poids de cette question. C'était quelque chose qu'il s'était demandé de nombreuses fois ces dernières semaines. « Votre honneur, j'ai trouvé 3 enfants abandonnés par une nuit d'hiver. Une fillette de 6 ans utilisant son propre corps pour protéger 2 bébés du froid. Depuis, je leur ai fourni non seulement leurs besoins matériels, mais quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Un foyer sûr et aimant. »« Menteur !» éclata soudainement Philippe. « Il a enlevé mes enfants. Il utilise son argent pour voler ma famille. »« Monsieur de Valois !» avertit sévèrement la juge. « Une autre interruption et vous serez expulsé de la salle d'audience. » La matinée s'éternisa en une série de témoins et de preuves. L'inspecteur Leclerc présenta ses conclusions sur les activités de Philippe. Des experts financiers détaillèrent la piste de l'argent. Une psychologue pour enfants parla du traumatisme évident de Sophie. Pendant la pause déjeuner, Jean-Luc trouva Colette qui l'attendait dans le couloir. « Comment vont-ils » demanda-t-il immédiatement. « Les jumeaux vont bien, mais Sophie… » Colette hésita. Elle a à peine touché à son petit déjeuner. Elle n'arrête pas de demander si vous allez revenir, si son père va l'emmener. Jean-Luc sentit son cœur se serrer. « Et vous ? Comment tenez-vous le coup » Colette baissa le regard, une légère rougeur tintant ses joues.
Jean-Luc. Elle prit une profonde inspiration. Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps. Le cœur de Jean-Luc s'accéléra. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans la façon dont ses doigts jouaient nerveusement avec la sangle de son sac. Colette, Monsieur Moreau. Maître Dubois les interrompit, apparaissant dans le couloir. On nous rappelle à l'intérieur. Le moment se brisa comme du verre. Colette recula, se recomposant rapidement. Nous parlerons plus tard, murmura-t-elle en se tournant pour partir. Mais Jean-Luc eut juste le temps de voir les larmes qu'elle essayait de cacher. De retour dans la salle d'audience, c'était au tour de la défense. Les avocats de Philippe peignirent un tableau très différent. Un père dévoué, un homme d'affaires respectable qui s'était fait voler sa famille par un milliardaire excentrique. Monsieur Moreau est célibataire, un bourreau de travail sans expérience dans l'éducation des enfants, argumenta l'avocat principal de la défense. Quel genre d'environnement familial peut-il offrir? Pendant ce temps, Monsieur de Valois est le père légal, à un foyer traditionnel. Un foyer où les enfants étaient terrorisés, rétorqua Maître Dubois. Où une fillette de 6 ans était régulièrement témoin de violences domestiques. Où une mère a peut-être été assassinée. La température dans la pièce sembla chuter de quelques degrés. La juge Lefebvre se pencha en avant. Maître Dubois, c'est une accusation extrêmement grave, et nous avons des preuves pour la soutenir, votre honneur. Maître Dubois fit signe à un assistant d'apporter un autre dossier. Nous aimerions appeler notre prochain témoin, le docteur Rachel Sullivan, une spécialiste des traumatismes qui traite Sophie depuis quelques semaines. Le docteur Sullivan était une femme d'âge moyen avec des yeux bienveillants et une voix calme. Elle détailla les cauchemars de Sophie, ses dessins troublants et finalement les révélations sur la nuit où Claire est tombée dans les escaliers. L'enfant présente tous les signes classiques du trouble de stress post-traumatique, expliqua-t-elle. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est le schéma de ses peurs. Sophie n'a pas seulement peur de la punition, elle a une peur spécifique que les méchants hommes viennent prendre les bébés. Dans nos séances, elle mentionne à plusieurs reprises que papa doit de l'argent à des gens dangereux et que maman ne l'a pas laissé prendre l'argent des bébés. Philippe de Valois avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans pendant le témoignage. Ses avocats chuchotaient frénétiquement entre eux. La juge Lefebvre enleva ses lunettes, se massant l'arête du nez. « Docteur Sullivan, selon votre opinion professionnelle, quel serait l'impact de retirer les enfants de leur environnement actuel? Ce serait dévastateur, votre honneur. » Pour la première fois depuis le traumatisme initial, Sophie se sent en sécurité. Les jumeaux forment des liens d'attachement sains. Monsieur Moreau et sa gouvernante, Colette Williams, ont fourni exactement ce dont ces enfants avaient le plus besoin: la stabilité, la sécurité et un amour inconditionnel. L'après-midi se poursuivit avec d'autres témoins, d'autres preuves. Pour Jean-Luc, chaque minute semblait une éternité, pensant à Sophie qui attendait anxieusement à la maison. Finalement, la juge Lefebvre annonça ce que tout le monde attendait. Compte tenu de la complexité de cette affaire et du volume des preuves, j'ai besoin de temps pour tout examiner correctement. Nous nous réunirons à nouveau dans 3 jours. Jean-Luc avait à peine quitté la salle d'audience que son téléphone sonna. C'était Colette, sa voix tremblante. « Jean-Luc, vous devez rentrer maintenant. »« Que s'est-il passé ?»« C'est Sophie. Elle a fait une crise de panique après avoir vu les nouvelles à la télévision. Elle s'est enfermée dans sa chambre, ne veut parler à personne. Jean-Luc n'avait jamais conduit aussi vite de sa vie. Quand il arriva au château, il trouva Colette dans le couloir de l'étage, l'air épuisé. « Elle ne demande que vous, » dit-elle doucement. Jean-Luc s'approcha de la porte de la chambre. « Sophie, c'est moi. » Il y eut un bruit de pas rapide et la porte s'ouvrit. Sophie se jeta dans ses bras en sanglotant. « Ils ont dit à la télé, ils ont dit qu'ils pourraient encore nous emmener. Hé, regarde-moi. » Jean-Luc la tint par les épaules. « Personne ne vous emmènera. Je l'ai promis. Tu te souviens ? » Mais tu n'es pas vraiment notre papa, sanglota-t-elle. Et si la juge nous renvoie? Et si... Sophie. Jean-Luc s'agenouilla à sa hauteur. La famille,
Ce n'est pas seulement une question de sang, c'est une question d'amour, de soin et de protection. Et je vous aime tous les trois plus que tout au monde. » Colette, qui regardait depuis le seuil, sentit son cœur se serrer. Il y avait tant de vérité dans ces mots, tant d'amour dans cette scène, le même amour qu'elle portait silencieusement depuis des années. Plus tard, après avoir finalement calmé Sophie et l'avoir fait dormir, Jean-Luc trouva Colette dans la bibliothèque. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la nuit. « Vous alliez me dire quelque chose aujourd'hui, » lui rappela-t-il doucement. « Au tribunal. » Colette se tourna lentement, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ce n'est pas le bon moment. Elle essaya de sourire. « Vous avez tant de choses sur les bras, monsieur. » « Colette ?» Jean-Luc s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « S'il vous plaît. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Je vous aime, Jean-Luc. Depuis des années. J'ai regardé votre empire se construire. J'ai admiré votre force, votre dynamisme. Mais je ne vous ai jamais autant aimé que maintenant, en vous voyant avec ces enfants, en voyant le père incroyable que vous êtes devenu. » Jean-Luc eut l'impression que le monde s'était arrêté de tourner. Comment n'avait-il pas réalisé avant? Colette avait toujours été là. Son port d'attache, sa confidente, la personne qui faisait tourner sa maison, la personne qui l'aidait à élever ses enfants. Ses enfants. La réalisation le frappa comme un éclair. C'était ses enfants, peu importe ce qu'un tribunal dirait. Ces trois petites vies étaient sa famille maintenant. Et Colette faisait partie de cette famille aussi. « J'ai été un tel idiot, » murmura-t-il en touchant doucement son visage. Un idiot aveugle. Avant qu'il ne puisse en dire plus, le cri d'un bébé retentit dans le moniteur. Colette recula instinctivement. « Ça doit être Margot, » dit-elle en essuyant ses larmes. « Elle se réveille toujours vers cette heure. » « J'y vais. » Jean-Luc lui tint la main. Mais cette conversation n'est pas terminée. Les jours suivants furent remplis d'une tension palpable au château. La presse avait eu vent de l'histoire. Le milliardaire célibataire se battant pour la garde de 3 enfants contre un père potentiellement criminel. Des photographes s'entassaient devant les grilles, obligeant Jean-Luc à engager une sécurité supplémentaire. Le matin de l'audience finale, Sophie refusa à nouveau de lâcher Jean-Luc. « Emmène-nous avec toi, » supplia-t-elle. « S'il te plaît, je ne peux pas, petite, mais je promets que je serai bientôt de retour. » Il hésita un instant. « Et quand je reviendrai, que dirais-tu si Colette emménageait de façon permanente? Comme une partie de la famille ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Toi et Colette, vous allez vous marier ?» Jean-Luc sourit. « Peut-être. Qu'en penses-tu ?»« Elle est déjà comme une maman, » dit simplement Sophie. « Elle a juste besoin d'être une vraie. » Au tribunal, l'atmosphère était encore plus tendue que les jours précédents. Philippe de Valois avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années, son arrogance remplacée par une expression de défaite. La juge Lefebvre ne perdit pas de temps en introduction. « Au cours des derniers jours, commença-t-elle, j'ai examiné chaque pièce à conviction, chaque témoignage, chaque document dans cette affaire. Et une chose est claire, l'intérêt supérieur des enfants est notre seule priorité. » Elle marqua une pause, balayant la pièce du regard. « Monsieur de Valois, les preuves contre vous sont substantielles et troublantes. Non seulement les événements récents, mais un schéma de comportement abusif et irresponsable. Vos dettes de jeu, vos liens avec des éléments criminels, et surtout, votre tentative d'accéder illégalement aux fonds fiduciaires de vos enfants sont profondément préoccupants. » Philippe s'enfonça dans son siège, alors qu'elle continuait. « Monsieur Moreau, vous n'avez aucun lien juridique avec ces enfants. Pourtant, depuis que vous les avez trouvés cette nuit d'hiver, vous avez fait preuve d'un engagement extraordinaire pour leur bien-être. Vous avez fourni non seulement leurs besoins matériels, mais créé un environnement d'amour, de sécurité et de stabilité. » Jean-Luc osait à peine respirer, attendant le verdict. Par conséquent, ce tribunal statue que la garde complète et permanente de Sophie, Margot et Léo de Valois est accordée à Jean-Luc Moreau avec une supervision des services sociaux pour les 6 prochains mois.
Monsieur de Valois, il vous est interdit d'entrer en contact avec les enfants jusqu'à ce que vous ayez terminé un traitement contre la dépendance au jeu et subi une évaluation psychologique complète. De plus, les preuves relatives au décès de Claire de Valois seront transmises au procureur de la République pour une enquête appropriée. La salle d'audience éclata en murmures. Jean-Luc sentit comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Maître Dubois lui serra la main en souriant. Philippe de Valois fut escorté, défait, son dernier regard vers Jean-Luc ne contenant plus de menaces, juste une profonde tristesse pour tout ce qu'il avait perdu. Jean-Luc attendit à peine la fin des procédures pour se précipiter vers sa voiture. En route vers le château, il appela Colette. « C'est fini, dit-il simplement. Nous avons gagné. » Son soupir de soulagement à l'autre bout du fil lui serra le cœur. « Sophie est juste là, » dit Colette, la voix étranglée par l'émotion. « Elle veut vous parler. »« Jean-Luc ?» La petite voix de Sophie tremblait. « Tu reviens ? Je rentre à la maison, petite. À notre maison. Pour toujours. » Quand il atteignit le château, il trouva sa famille qui l'attendait à la porte. Sophie courut dans ses bras alors que Colette tenait les jumeaux, des larmes de joie sur son visage. « Nous n'aurons plus jamais à partir ?» demanda Sophie, ses yeux verts brillant d'espoir. « Plus jamais !» promit Jean-Luc en la serrant fort. Puis il regarda Colette, le cœur débordant d'amour. « En fait, notre famille est sur le point de s'agrandir. Si Colette dit oui, bien sûr. » Le sourire qui illumina son visage fut toute la réponse dont il avait besoin. Là, dans le jardin du château Moreau, sous le soleil de l'après-midi, une nouvelle famille était née. Non pas par le sang, mais par le choix, l'amour et le destin. Et pour Jean-Luc, tout prenait enfin son sens. L'inspecteur Leclerc semblait plus âgé et plus fatigué lorsqu'il entra dans le bureau de Jean-Luc ce matin pluvieux. L'enveloppe brune qu'il portait semblait peser 1 tonne dans ses mains. « Êtes-vous prêt à voir ça ?» dit-il simplement, étalant des documents sur le bureau. Jean-Luc prit la première feuille, un vieil acte de naissance, ses bords jaunis par le temps. Son cœur s'arrêta quand il lut le nom. Philippe Jacques Moreau de Valois. « Moreau ?» murmura-t-il, incrédule. « Votre oncle, » confirma Leclerc. « Le frère cadet de votre père, donné en adoption à la naissance. La famille de Valois l'a adopté quand il n'avait que 3 mois. » Jean-Luc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des souvenirs de conversations chuchotées entre ses parents, de vieilles photos cachées dans une boîte au grenier. Un nom à ne jamais mentionner. Pourquoi ne m'ont-ils jamais rien dit? D'après ce que j'ai trouvé, c'était un scandale à l'époque. Votre grand-mère a eu une liaison, est tombée enceinte. Votre grand-père a insisté pour que le bébé soit donné pour éviter la honte publique. Jean-Luc examina d'autres documents. De vieilles photos montrant un bébé dans les bras de sa grand-mère. Des papiers d'adoption soigneusement conservés. Des coupures de journaux. Et Philippe, il le sait? Il l'a découvert il y a environ 1 an, répondit Leclerc. C'est là qu'il a commencé à creuser dans son propre passé. Et Jean-Luc, il y a plus? Le détective sortit un autre papier. Un testament. Votre grand-père, rongé par la culpabilité, a créé un fonds secret pour Philippe. 5 millions d'euros. Il ne pouvait y accéder que s'il découvrait sa véritable identité. Et il l'a fait, dit Jean-Luc, juste au moment où il était le plus désespéré pour de l'argent. Exactement. Mais il y avait une condition. Il devait reconnaître publiquement ses origines, prendre le nom Moreau, ce qui signifierait un scandale pour notre famille, conclut Jean-Luc, et il a choisi de ne pas le faire. Au lieu de cela, il s'est enfoncé plus profondément dans le jeu, essayant d'obtenir de l'argent ailleurs. C'est là qu'il a commencé à vider l'héritage de Claire. Jean-Luc se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, Sophie jouait avec les jumeaux dans le jardin, protégée par des gardes discrets, sa nièce et ses neveux. Par le sang, pas seulement par le choix. Son téléphone sonna. C'était Maître Dubois, son avocate. « Jean-Luc. Philippe a demandé une réunion. Il dit qu'il a une proposition. » La salle de conférence du cabinet d'avocats semblait plus petite avec la tension dans l'air.
Philippe était assis de l'autre côté de la table, ressemblant à une ombre de l'homme arrogant qu'il avait été. « Je vais aller droit au but, dit-il. Je renoncerai à toutes mes prétentions sur les enfants. Garde, droit de visite, tout. En échange, je veux 20 millions d'euros. » Jean-Luc sentit son estomac se retourner. « Vous essayez de vendre vos propres enfants? Ne sois pas hypocrite. »« Cousin, cracha-t-il le dernier mot comme du venin. Tu savais déjà pour notre lien de parenté. Je viens de le découvrir, répondit froidement Jean-Luc, tout comme je sais pour le fonds que notre grand-père t'a laissé. Philippe rit amèrement. 5 millions, ça ne couvrirait même pas les intérêts de mes dettes. Mais 20 millions, je pourrais recommencer, loin d'ici. Et les enfants, Sophie, les jumeaux, ils ne sont que de la marchandise pour toi? Ils sont ta famille, dit Philippe, une lueur d'émotion sincère traversant son visage. Plus la tienne que la mienne, apparemment. Le sang Moreau est plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. À ce moment, la juge Lefebvre entra dans la pièce. Après avoir entendu la situation, elle enleva ses lunettes, pensive. « J'ai une proposition alternative, dit-elle. Monsieur de Valois, vous renoncez à la garde des enfants en échange du fonds que votre père biologique vous a laissé. Les 5 millions d'origine. Monsieur Moreau couvre vos dettes de jeux documentés, après vérification. En retour, vous acceptez d'entrer dans un programme de traitement pour votre dépendance et de rester à l'écart des enfants jusqu'à ce qu'ils, en tant qu'adultes, décident s'ils veulent un contact. « Et le nom Moreau ?» demanda Philippe. « Il reste un secret, si vous préférez. Mais les enfants ont le droit de connaître leur histoire quand ils seront plus âgés. » Jean-Luc regarda son oncle, car c'est ce que Philippe était, considérer l'offre. Il avait l'air de livrer une bataille interne. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il finalement. De retour au château, Jean-Luc trouva Sophie qui l'attendait en haut des escaliers. « Tu as l'air triste, » dit-elle avec la perception aiguë des enfants. « Je réfléchis juste, petite. » Il s'assit à côté d'elle. « Sophie, si tu pouvais choisir, voudrais-tu voir ton père parfois ?» Elle se tendit immédiatement. « Il va nous emmener ?»« Non, jamais. Mais parfois, même les gens qui ont fait de mauvaises choses méritent une seconde chance. S'ils changent vraiment. Comment sais-tu s'ils ont vraiment changé ?» La question innocente frappa Jean-Luc comme un coup de poing. Comment le savait-on, vraiment? Colette les trouva ainsi, assis dans les escaliers. Elle les rejoignit, Margot dans ses bras, tandis que Léo rampait derrière. « Jean-Luc, dit-elle doucement, quelle que soit la décision que vous devez prendre, faites confiance à votre cœur. Vous avez toujours su ce qui était juste pour ses enfants. » Il regarda sa famille improvisée, Sophie appuyée sur son épaule, les jumeaux jouant à ses pieds, Colette lui offrant son amour inconditionnel. Et puis il pensa à Philippe, son oncle perdu, un homme brisé par de mauvais choix et des secrets de famille. Son téléphone vibra avec un SMS de Philippe. « J'ai besoin d'une réponse d'ici demain. Mes créanciers n'attendront pas. » Jean-Luc ferma les yeux, sentant le poids du choix qu'il devait faire. L'avenir de sa famille, choisi et par le sang, dépendait de lui maintenant. La neige tombait doucement à l'extérieur du château Moreau lorsque Jean-Luc prit sa décision. En regardant les flocons blancs danser dans les airs, il ne put s'empêcher de se souvenir d'une autre nuit de neige, près d'1 an auparavant, où 3 petites vies avaient changé son destin pour toujours. Maintenant, c'était à son tour de changer le destin de quelqu'un d'autre. La décision qu'il était sur le point d'annoncer surprendrait tout le monde. Plutôt que de simplement rembourser les dettes de Philippe ou d'accepter de le racheter de ses droits parentaux, Jean-Luc avait élaboré un plan différent, un plan que personne n'attendait, surtout de la part d'un homme connu pour son efficacité impitoyable en affaires. La salle de conférence du cabinet d'avocats était silencieuse lorsqu'il commença à parler. Philippe était assis en face, l'air diminué dans son costume mal ajusté. La juge Lefebvre observait attentivement, ses yeux vifs ne manquant rien. Maître Dubois, l'avocate de Jean-Luc, portait une expression de choc à peine dissimulée. Il n'avait partagé son plan avec personne, même pas avec elle. « Je veux établir un fonds de réhabilitation », annonça Jean-Luc, sa voix ferme. « Pas seulement pour couvrir les dettes,
mais pour assurer un programme de rétablissement complet. Traitement pour la dépendance au jeu, thérapie, soutien médical, réinsertion professionnelle. Tout ce qui est nécessaire pour une vraie seconde chance. Philippe, qui fixait ses mains, leva brusquement les yeux. « Pourquoi ? » ?»« Parce que tu es ma famille, » dit Jean-Luc, laissant les mots flotter. « Et parce que ces enfants méritent de savoir que leur père biologique a eu une chance de se racheter. Ils méritent plus qu'une histoire d'abandon et de trahison. Ils méritent de savoir que parfois, les gens peuvent changer si on leur en donne l'opportunité. » La juge Lefebvre se pencha en avant, intriguée. « Continuez, monsieur Moreau, soyez précis. »« Je propose un accord par étapes, » expliqua Jean-Luc, ouvrant un dossier devant lui. D'abord, Philippe suit un programme intensif d'1 an dans l'une des meilleures cliniques de désintoxication du pays, tous frais payés. Le fonds que notre grand-père a laissé, 5 millions, sera placé sous séquestre, libéré seulement après qu'il aura terminé le programme avec succès. « Et pendant cette année ?» demanda Philippe, la voix rauque. « Tu te concentres exclusivement sur ta guérison. Pas de contact avec les enfants, pas de soucis financiers. Tes dettes documentées seront négociées et payées par un fonds séparé que j'établirai. En échange, tu acceptes de suivre le traitement strictement et d'accepter des évaluations régulières. » Maître Dubois ajouta. « Nous proposons également qu'une partie du fonds soit convertie en nouveau compte en fiducie pour les enfants, géré par un comité indépendant. Cela garantirait leur avenir éducatif et leur bien-être, quoi qu'il arrive. » « Et après la première année ?» demanda la juge Lefebvre. « Si le traitement est réussi et que les évaluations psychologiques sont positives, nous commencerons un calendrier de visite progressif. Ça commencera dans un environnement contrôlé, avec des professionnels présents, puis progressera en fonction de son amélioration et de manière cruciale en fonction des souhaits des enfants. » Philippe se passa les mains sur le visage, un geste si réminiscent du père de Jean-Luc que c'en était presque douloureux à regarder. « Pourquoi fais-tu ça, Jean-Luc ? Tu pourrais simplement me rayer de la carte complètement, pour garder les enfants, ton argent. »« Parce que j'ai vu quelque chose dans les yeux de Sophie l'autre jour, » répondit Jean-Luc, sa voix s'adoucissant. « Sous la peur et la douleur, il y a une partie d'elle qui aime encore le père qu'elle a connu avant, celui qui l'emmenait manger une glace, qui lui a appris à faire du vélo. Et les jumeaux, ils méritent la chance de connaître leur histoire complète un jour, de comprendre que leur père s'est battu pour devenir une meilleure personne. »« Et si j'échoue ?» murmura Philippe, une vulnérabilité dans sa voix que personne n'avait entendue auparavant. « Alors tu auras échoué en essayant, » répondit simplement Jean-Luc. « Pas en abandonnant. » La juge Lefebvre enleva ses lunettes, les nettoyant pensivement. « Monsieur de Valois, quelle est votre réponse à cette proposition ?» Philippe resta silencieux pendant plusieurs minutes, son visage un portrait d'émotions contradictoires. Quand il parla enfin, sa voix tremblait. « Pendant des années, j'ai utilisé la dépendance comme excuse pour mes choix, mes échecs. C'était plus facile de continuer à jouer, à mentir, que d'affronter ce que j'étais devenu. Mais cette nuit-là, » il ferma les yeux, comme si le souvenir le blessait physiquement. « Cette nuit-là, quand j'ai vu la terreur dans les yeux de Sophie, quand j'ai réalisé qu'elle préférait geler avec les bébés plutôt que de revenir à la maison, quelque chose s'est brisé en moi. » Jean-Luc regarda son oncle se débattre avec ces mots. C'était comme regarder dans un miroir déformé du temps, voir comment de petits choix pouvaient te mener 2 personnes du même sang sur des chemins radicalement différents. « J'accepte, » dit finalement Philippe. « Pas pour l'argent, pas pour laver mon nom, mais parce que ces enfants méritent de savoir que leur père a essayé de réparer ses erreurs. » Le processus de médiation qui suivit fut intense et méticuleux. Les avocats des 2 parties passèrent des semaines à structurer un accord qui protégeait les intérêts de chacun, en particulier ceux des enfants. La juge Lefebvre supervisa personnellement chaque détail, s'assurant que toutes les garanties nécessaires étaient en place. À la maison, Jean-Luc fit face au défi peut-être le plus difficile, expliquer la situation à Sophie. Un soir tranquille, après avoir couché les jumeaux,
Il la trouva dans sa chambre spéciale, un espace que Colette avait décoré avec des étoiles phosphorescentes au plafond et des étagères pleines de livres colorés. « Petite, » commença-t-il doucement, s'asseyant sur le bord de son lit. « Tu te souviens quand nous avons parlé de seconde chance ?» Sophie hocha la tête, serrant son ours en peluche préféré, le même que Jean-Luc avait acheté lors de leur première semaine au château. « À propos de papa ?»« Oui. Il est malade, Sophie. Comme les gens qui tombent malades et ont besoin de médicaments. Ton père a besoin d'un traitement spécial pour ne plus faire de mauvaises choses, pour qu'il puisse apprendre à contrôler ses pulsions nuisibles. « Il va guérir ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais stable. « Il va essayer très fort », répondit honnêtement Jean-Luc, car il s'était promis de ne jamais lui mentir. « Et s'il y arrive, peut-être qu'un jour, peut-être que tu pourrais le revoir. Mais seulement si tu le veux, et seulement si c'est complètement sûr. » Sophie resta silencieuse un long moment, ses doigts tripotant l'oreille usée de l'ours. « Tu seras toujours notre papa, n'est-ce pas ?»« Toujours. » Jean-Luc la serra fort, sentant des larmes qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. « Ça ne change jamais. » Les mois qui suivirent apportèrent des changements lents mais significatifs. Philippe entra dans un centre de désintoxication haut de gamme sur la Côte d'Azur, spécialisé dans les cadres souffrant de dépendance. Ses rapports hebdomadaires, envoyés à la fois à Jean-Luc et à la juge Lefebvre, montraient des progrès graduels mais constants. La vie au château Moreau trouva un nouveau rythme. Colette, maintenant officiellement la fiancée de Jean-Luc, après une demande en mariage simple mais émouvante lors d'un dîner en famille, supervisa une série de rénovations pour rendre l'Eleste plus adapté aux enfants. Ce qui était autrefois des pièces formelles et rarement utilisées devint un espace lumineux et fonctionnel avec une salle de jeu, un bureau d'études et même un petit studio de musique. Une demande spéciale de Sophie. La fille, maintenant inscrite dans une nouvelle école privée non loin de là, montrait un talent musical extraordinaire, clairement hérité de Claire. Ses leçons de piano devinrent rapidement le point culminant de sa semaine, et Jean-Luc la trouvait souvent en train de jouer pour les jumeaux, qui regardaient fascinés. Margot et Léo, maintenant âgés de près de 2 ans, s'épanouissaient sous l'amour et les soins constants de leur nouvelle famille. Margot, aussi extravertie et curieuse que jamais, avait un don spécial pour faire rire tout le monde avec ses découvertes quotidiennes. Léo, plus calme, développa un lien particulier avec Jean-Luc, le suivant partout comme une petite ombre et imitant ses gestes avec une précision comique. Un après-midi, 6 mois après le début du traitement de Philippe, Jean-Luc reçut une épaisse lettre de sa part. À l'intérieur de l'enveloppe principale se trouvaient 3 plus petites, chacune portant le nom d'un des enfants, à ouvrir quand il serait plus âgé. La lettre principale disait « Jean-Luc, le traitement me montre qui je suis vraiment, et plus douloureusement, qui j'aurais pu être si j'avais fait des choix différents. Chaque séance de thérapie enlève une couche de mensonges que je me suis raconté pendant des années. La vérité fait mal, mais elle est nécessaire. Chaque jour est une bataille, mais pour la première fois, je me bats pour la bonne raison. Je n'attends pas de pardon, je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que tu as fait le bon choix ce jour-là. Les enfants sont exactement là où ils devraient être, avec quelqu'un qui les aime inconditionnellement et les met en premier. » Claire disait toujours que le véritable amour se prouve par des choix difficiles. Tu as prouvé le tien lorsque tu as choisi non seulement de les protéger de moi, mais aussi de me donner une chance de me racheter. Je ne sais pas si je suis digne de cette chance, mais je promets d'essayer. Dans nos groupes de soutien ici, nous apprenons à identifier nos déclencheurs, nos excuses. Le mien a toujours été le sentiment de ne pas appartenir, d'être un imposteur dans ma propre vie. Découvrir mes véritables origines, être un Moreau, a fait que tous les mensonges que je me racontais semblaient justifiés. Mais maintenant, je vois que je cherchais juste une autre excuse pour mes échecs. Prends soin d'eux, Jean-Luc. Aime-les comme j'aurais dû le faire. Et merci. Pas pour l'argent ou la chance, mais pour avoir montré à Sophie que parfois, les gens peuvent changer. Cette leçon vaut plus que n'importe quel héritage. Philippe. Jean-Luc lut et relut la lettre plusieurs fois avant de la ranger avec les enveloppes des enfants,
dans son coffre-fort. Un jour, quand il serait le plus âgé et prêt, il comprendrait toute l'histoire. Une année passa, marquée par de petites victoires et de grands changements. Philippe termina son programme initial avec succès et continua une thérapie régulière, vivant maintenant dans une petite ville de la Côte d'Azur où il travaillait comme conseiller bénévole dans un centre de désintoxication. La première rencontre supervisée avec les enfants fut méticuleusement planifiée et eut lieu dans un environnement neutre avec des psychologues présents. Sophie, maintenant âgée de 8 ans, montra une maturité surprenante qui brisa le cœur de tout le monde. « Il a l'air différent », dit-elle après, alors que Jean-Luc l'emmenait manger une glace, une tradition qu'il gardait pour chaque moment difficile. Moins effrayant. Et il a pleuré quand il a réalisé que Margot et Léo savent déjà marcher. Les jumeaux, trop jeunes pour se souvenir du passé, réagirent avec la curiosité naturelle des petits-enfants envers un étranger doux qui apportait des cadeaux et parlait doucement. Les visites continuèrent, toujours supervisées, toujours structurées, progressant à un rythme fixé par les enfants eux-mêmes. Le mariage de Jean-Luc et Colette eut lieu un dimanche de printemps dans le jardin du château, qui était vraiment devenu un foyer. Sophie était la demoiselle d'honneur principale, portant une robe bleu ciel qu'elle avait aidé à choisir, ses cheveux ornés de petites fleurs blanches assorties à son sourire radieux. Les jumeaux, vêtus de blanc, charmèrent tous les invités en marchant maladroitement dans l'allée bordée de fleurs, éparpillant des pétales partout et s'arrêtant parfois pour jouer avec. Margot, en particulier, semblait déterminée à couvrir chaque centimètre du chemin de pétales, tandis que Léo suivait fidèlement, essayant d'imiter chacun de ses mouvements. Philippe n'était pas invité. C'était encore trop tôt, la blessure trop fraîche. Mais il envoya un cadeau qui fit pleurer Colette lorsqu'elle l'ouvrit. Un album de vieilles photos de Claire et des enfants, des moments heureux qui méritaient d'être rappelés et chéris. Avec, une simple carte disait « Pour qu'il n'oublie jamais son sourire ». Le bureau de Jean-Luc au château Moreau avait radicalement changé au fil des ans. Les murs, autrefois austères, ornés uniquement de diplômes et de certificats, étaient maintenant remplis d'un mélange coloré de dessins d'enfants, de photos de famille et de peintures abstraites, ces dernières créées par Margot, qui montrait un talent artistique précoce. Son bureau en acajou antique, un héritage de générations de Moreau, partageait maintenant l'espace avec une petite table d'enfant, où Léo, maintenant âgé de 6 ans, s'asseyait souvent pour travailler, aux côtés de son père, imitant ses gestes avec un sérieux comique qui ravissait tout le monde dans la maison. Un après-midi de décembre, alors que la neige tombait doucement dehors, rappelant cette nuit fatidique des années auparavant, Jean-Luc observait sa famille par la fenêtre. Colette, enceinte de 6 mois, aidait Margot à construire ce qui ressemblait au bonhomme de neige le plus élaboré jamais réalisé dans le jardin du château. La fille avait hérité du penchant artistique de Claire, transformant tout ce qu'elle touchait en une petite œuvre d'art. Sophie, maintenant une élégante jeune fille de 11 ans, apprenait à Léo à faire des boules de neige parfaitement rondes, sa patience avec son petit frère rappelant ses premiers jours au château où elle s'occupait des jumeaux au-delà de son âge. Son téléphone vibra, un message de Philippe. 3 ans de sobriété aujourd'hui. Le centre de désintoxication me propose un poste de conseiller permanent. Les enfants aimeraient-ils venir à ma remise de diplôme? Je comprendrai si c'est trop tôt. Jean-Luc sourit, pensant au chemin parcouru. La dernière visite supervisée s'était bien passée. Philippe pouvait maintenant passer quelques heures avec les enfants sans la tension des premières visites. Margot et Léo l'appelaient « Oncle Philippe », une solution que Sophie avait trouvée et qui semblait fonctionner pour tout le monde. « Papa ?» La voix de Sophie le ramena à la réalité. Elle lui fit un signe depuis la porte du jardin, de la neige dans ses cheveux sombres. « Viens construire le bonhomme de neige avec nous. Colette a dit qu'on pouvait utiliser ta vieille cravate. » Jean-Luc attrapa son manteau, le même qu'il avait utilisé pour envelopper 3 enfants effrayés une nuit de neige des années auparavant. Il était un peu usé maintenant, mais il ne pourrait jamais se résoudre à s'en défaire.
Il lui rappelait comment de petits moments pouvaient changer des vies entières. « J'arrive !» cria-t-il, s'arrêtant seulement pour envoyer une réponse rapide à Philippe. « Je leur parlerai de ta remise de diplôme. Et félicitations. Tu mérites aussi une seconde chance au bonheur. » Dehors, la neige continuait de tomber doucement, couvrant le monde d'une couverture blanche de possibilités, tout comme cette nuit où tout avait changé pour eux. Mais maintenant, au lieu du froid et de la peur, elle n'apportait que la promesse de joie et de précieux moments en famille. Colette l'accueillit avec un baiser glacial, son ventre de femme enceinte entre eux, portant la dernière addition à la famille Moreau, une fille qu'il prévoyait déjà de nommer Claire, en l'honneur de la femme dont le sacrifice avait rendu tout cela possible. « Heureux ?» demanda-t-elle doucement, alors qu'il regardait Sophie aider les jumeaux à mettre une écharpe sur le bonhomme de neige le plus artistique que le jardin du château ait jamais vu. « Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer, » répondit Jean-Luc, serrant sa femme dans ses bras et sentant leur fille Annette bouger entre eux. La neige tombait plus fort maintenant, mais personne ne semblait s'en soucier. Au milieu des rires et des jeux, Jean-Luc reconnut une vérité simple. Parfois, les familles les plus fortes ne sont pas forgées par le destin, mais par le choix, par l'amour, par les secondes chances. Et ce n'était que la première page de leur histoire.